Salut à vous, bienvenue dans la deuxième partie du débrief politique de l'épisode 3 de la saison 7 de Game of Thrones. Si vous n'avez pas vu la première partie, consacrée à la rencontre entre Jon Snow et Daenerys Targaryen, je vous invite à aller la voir, le lien doit être sur le côté ou juste en dessous. Passons maintenant à ce qui se passe à Port-Réal, parce que là, c'est vraiment intéressant comment Cersei a réussi à retourner la situation. Et quand je dis retourner la situation, c'est dans plein de sens différents. Déjà, en termes de avoir réussi à gagner le soutien populaire, j'avoue que Cersei a fait très très fort. On voit Euron Greyjoy qui arrive à travers la ville en traînant ses prisonnières, donc Ellaria Sand, sa fille et Yara Greyjoy. Ellaria Sand, en tout cas, qui se fait traiter de meurtrière par le peuple. Alors j'ai trouvé ça déjà super intéressant pour montrer à quel point l'opinion publique peut shifter extrêmement vite en politique. Parce que il y a à peu près 1 an et demi, Cersei, elle marchait à travers cette même ville en passant à travers la même foule, et ces gens lui crachaient dessus, lui hurlaient dessus, l'insultaient, lui jetaient du caca, des tomates pourries, je ne sais pas quoi, en la traitant à peu près de tous les noms. Et là, c'est vraiment très intéressant comment le truc s'est retourné. C'est bien qu'elle a réussi à imposer un autre récit que celui que le Grand Moineau avait réussi à faire passer, à savoir que Cersei était incestueuse, qu'elle était indigne de diriger le pays, indigne de gouverner, que Tommen était illégitime. Là, Cersei a réussi à imposer sa légitimité auprès du peuple, puisque Euron Greyjoy arrive et se fait acclamer comme un héros pour avoir ramené la méchante qui a tué la fille de Cersei. Ensuite, il y a un deuxième retournement de situation, que j'ai trouvé assez marrant, enfin je sais pas si c'est marrant, qui m'a donné un petit peu de quoi réfléchir. En fait, il y a une scène, la scène où Cersei est au lit avec Jaime, et que sa servante, sa suivante, vient frapper à la porte pour lui dire qu'il y a un envoyé de la banque de Bravos qui arrive. Cette petite réflexion sur le moment, c'est que c'est hallucinant en fait comment Cersei a réussi à inverser les rôles qui étaient supposément ceux qui étaient prédestinés au départ. À savoir que, en tant qu'homme, Jaime, au début, via toute la structure sociale, via son père, via sa famille, etc., était prédestiné à gouverner, à reprendre Castral Rock et à mener quelque chose, tandis que Cersei était destinée à être mariée à, tel l'objet moyen, évidemment. Et là, en fait, on voit bien à quel point la situation s'est renversée, c'est-à-dire que c'est Cersei qui mène la danse, c'est Cersei qui choisit qui elle met dans son lit, c'est elle qui décide, c'est elle qui finalement a le pouvoir, hein, de toute façon c'est elle qui est assise sur le trône, et c'est les hommes qui sont devenus ses accessoires. Et là où je trouve que c'est intéressant, c'est que Cersei, en fait, pour obtenir ce pouvoir-là, elle a adopté des manières, on va dire, masculines de gouverner. C'est pas masculin ou féminin en soi, mais disons que dans le monde de Westeros, il y a des choses qui sont considérées comme plus masculines, qui sont fabriquées comme étant plus masculines, et d'autres qui sont considérées et fabriquées comme étant plus féminines. Là, je parle vraiment de ça, je parle pas d'un truc qui est de manière inhérente plus d'un homme ou d'une femme, mais bon, passons. En tout cas, là, j'ai trouvé que c'était super intéressant parce qu'elle a adapté tous les schémas de gouvernance qui sont masculins. Là où, justement, par exemple, des gens comme Daenerys, finalement, c'est un dirigeant politique, une dirigeante politique, un leader, et que on s'en fout, finalement, que ça soit une femme ou un homme, au final. C'est pas ça qui est important. Là, Cersei, on dirait que pour asseoir son pouvoir, elle a adopté des manières masculines, enfin, considérées comme masculines, pour asseoir sa légitimité. Et on le voit même dans la coupe de cheveux, c'est-à-dire que même ses suivantes adoptent la même coupe de cheveux que Cersei, et bon, après c'est parce qu'elle s'est fait raser la tête il y a 2 saisons, mais disons, enfin voilà, l'espèce de coupe garçonne, on dirait exactement la coupe de Joffrey, et tout ça, en fait, ça me mène à penser qu'il y a eu un espèce de retournement de situation, où Cersei, finalement, elle a gravi tous les échelons du pouvoir, mais du pouvoir masculin, en utilisant les armes masculines, en devenant elle-même de plus en plus masculine. Après, je sais pas, c'est une interprétation parmi d'autres, mais j'ai trouvé ça
assez marrant de voir comment la situation s'était retournée, entre guillemets, à ce niveau-là. C'est-à-dire que Cersei est devenue l'homme de la situation. Et alors après, évidemment, où elle réussit à, encore une fois, renverser la tendance, et c'est pour moi le truc le plus important qui se passe à Port-Réal sur cet épisode, c'est l'arrivée d'un envoyé de la Banque de Fer. La Banque de Fer est revenue, et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que au final, l'ombre de la Banque de Fer plane toujours sur Westeros. Et ça, c'est vraiment un truc qui est essentiel aussi dans Game of Thrones. Il y a quelques moments où on en est conscient, où il y a des personnages qui en parlent. Il y a Davos qui va en parler avec Stannis. Il y a Tyrion qui à un moment va en parler avec Bronn aussi. Pour parler de l'influence qu'a la Banque de Fer dans le pays, en fait, et qui est omniprésent, mais dont on parle pas tout le temps, dont on n'est pas conscient en permanence. Hein. On voit tous les jeux d'alliance, les jeux militaires, les petites choses qui se passent et tout, mais on n'est pas toujours forcément conscient du poids qu'a la Banque de Fer dans le jeu des trônes lui-même. Et là, ils arrivent parce qu'ils sentent qu'il y a danger. En fait, le truc, c'est que la Banque de Fer n'intervient pas tant qu'ils savent ou qu'ils sont à peu près assurés qu'ils vont être remboursés. Et là, s'ils viennent, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils se disent Cersei Lannister, là, elle est quand même un petit peu cornérisée. Hein. Et on veut s'assurer qu'on aura notre argent. La Banque de Fer, comme le dit Tyrion, they always get their money back. C'est-à-dire, ils récupèrent toujours au final leur argent, d'une manière ou d'une autre. En vrai, ils s'en fichent complètement de qui est sur le trône. Ils récupèrent juste leur argent. Et dans la discussion entre Cersei et l'envoyé de la Banque de Fer, au début, l'émissaire arrive en disant vos caisses, elles sont vides, vous pouvez plus payer, en plus, vous avez quand même l'air d'être en train sérieusement de perdre la guerre, qui vous coûte en plus de l'argent, donc vous avez besoin de notre argent pour faire cette guerre, mais vous avez l'air d'être en train de perdre, vous êtes cernés de toutes parts et vous n'avez pas d'alliés, quoi. Et Cersei arrive à renverser la situation en convainquant, pour le moment, hein, c'est jamais figé, mais en convainquant l'émissaire que finalement, il n'y a pas à s'en faire et que, si, il aura son argent. Et il y a plusieurs choses qui ont été dites dans ce dialogue qui méritent d'être soulevées et qui méritent au moins un petit peu de réflexion, même par rapport à notre monde à nous, hein. C'est quand l'envoyé de la banque, déjà, il commence en la félicitant pour c'est pas son élection, mais enfin bon, pour son accession au pouvoir, et qu'il lui dit, ah oui, quelle tragédie, là, ce qui est arrivé au Sept de Baelor, et en gros, bravo d'avoir réussi à faire ça, quoi, et d'avoir pris le pouvoir en faisant ça. Et Cersei, elle dit, ah, mais non, c'était un accident, bien sûr. Et le gars, il dit, oui, bien sûr, mais les accidents sont des opportunités. Et j'ai trouvé ça assez marrant, parce que ça fait écho à énormément de choses dont, dans notre monde, finalement, on a pris conscience. Hein. Les accidents, que ce soit des crises ou des catastrophes naturelles, enfin des choses qu'on contrôle pas, c'est jamais des pertes, c'est jamais des tragédies pour tout le monde, quelque part. Il y a toujours quelqu'un pour se faire de l'argent derrière. Et ce quelqu'un, c'est bien sûr la Banque de Fer. Et la Banque de Fer, en plus, le dit, c'est pour restaurer l'ordre et l'autorité. Et j'ai trouvé ça assez intéressant qu'il soulève ça, puisque normalement, on se dirait quand même une tragédie, un accident, une catastrophe, ça restaure ni l'ordre, ni l'autorité. Ça crée plutôt le chaos. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que pour la Banque de Fer, le chaos, comme pour Littlefinger, est une échelle, est une opportunité pour gagner de l'argent. Peu importe ce qui se passe, ils seront prêts à s'y adapter. Ils font juste des investissements dans ce qu'ils considèrent, eux, comme étant stable et fiable. Et en fait, là, ils viennent voir Cersei pour lui dire votre truc, il a l'air ni stable, ni fiable. Faites attention, on va baisser votre note. En gros, on va baisser votre credit rating. Et vous avez pas l'air d'être quelqu'un qui peut payer. Nous, on n'est pas intéressés ni par la politique, on s'en fout de ce que vous faites, on s'en fout de quelle tragédie vous provoquez, si c'est vous qui les provoquez, si c'est quelqu'un d'autre, on s'en fout finalement de qui est au pouvoir, on veut notre argent. Et du coup, ce que Cersei doit faire, en fait, c'est juste prouver qu'elle va pouvoir les payer. Donc, elle va dérouler toute une argumentation qui prouve qu'elle est beaucoup plus fiable que les autres personnes dans lesquelles, ou les autres joueurs dans lesquels la Banque de Fer va pouvoir investir. Et en l'occurrence, il s'agit de Daenerys. Donc comment est-ce que Cersei va prouver que c'est elle, finalement, qui va gagner, et c'est elle qui est la garante de la stabilité économique et de la stabilité financière du royaume, qui va permettre à la Banque de Fer que les dettes et les intérêts de la dette soient constamment payés.
Déjà, elle va tout simplement les convaincre qu'elle n'est pas en train de perdre la guerre, comme il pourrait sembler au premier abord, et pour le coup, elle a très très bien joué ses pions dans la guerre, on reviendra dessus probablement dans le prochain épisode, mais de fait, elle n'est pas en train de la perdre, et elle a retourné militairement aussi la situation vraiment à son avantage, à ce niveau-là également, et du coup, elle arrive à prouver à la Banque de Fer, non mais attendez, vous misez sur le fait que je vais perdre, mais j'ai pas dit mon dernier mot, j'ai encore des cartes à jouer, et regardez bien ce qui va se passer dans les 2 prochaines semaines, parce que ça va faire la différence, et vous allez peut-être reconsidérer votre investissement, et le fait que vous considériez que je suis fiable ou pas. Et ensuite, elle en appelle à leur besoin de stabilité, justement, en ce qui concerne l'investissement. Et là, elle va expliquer que c'est elle qui est stable et fiable, pas seulement parce que militairement, elle va prévaloir, et elle va vaincre, enfin en tout cas, elle a besoin d'en persuader la Banque de Fer, mais parce que elle va leur rappeler « Vous avez perdu de l'argent à cause de Daenerys Targaryen. Moi, je ne vous en ai pas fait perdre. Moi, je suis une Lannister. Moi, je paye toujours mes dettes. Mais l'autre, là, c'est une révolutionnaire. Elle a de respect pour rien. Elle a aucun respect pour vous. Et moi, je paye mes dettes. Moi, toute mon histoire, tout mon background a prouvé que je remboursais et que je respectais les institutions financières et économiques. Daenerys Targaryen crucifie des nobles. Daenerys Targaryen, elle met à bas le système économique qui est basé sur l'esclavage. Et de fait, elle fait perdre beaucoup d'argent à vous en faisant cela. Puisque si vous aviez investi dans l'esclavage, le fait que Daenerys Targaryen l'ait aboli à Essos, ça vous en a fait perdre de l'argent. Réfléchissez sérieusement, parce qu'une révolution, c'est pas bon pour les affaires, parce que un peu de chaos et un peu de tragédie, tant que c'est contrôlé par les bonnes personnes, et que ça permet quand même de vous rembourser votre dette et vos intérêts, ça va. Mais si c'est une véritable révolution, un véritable changement de système, une sape totale de ce sur quoi le pouvoir économique est basé, de ce sur quoi toute la question de l'argent est basée, c'est là, vous allez être dans la merde. Donc investissez plutôt, ou misez plutôt sur moi. Après, moi je suis pas convaincue en vrai que l'abolition de l'esclavage ait tellement fait perdre d'argent que ça à la Banque de Fer. Parce que la Banque de Fer, ils savent très bien aussi sentir dans quel sens tourne le vent, ils arrivent à prévoir différents scénarios et ils ne mettent évidemment pas tous leurs œufs dans le même panier. Mais en attendant, l'argument de Cersei, dans sa perspective à elle, est tout à fait recevable, il n'y a pas de problème. C'est juste, moi je suis pas convaincue que la Banque de Fer avait pas prévu déjà à l'avance que l'esclavage risquait d'être aboli pour une raison ou pour une autre, que le vent était en train de tourner et que donc ils avaient investi dans d'autres choses et qu'ils n'ont pas fondamentalement besoin de ça pour faire de l'argent. Et d'ailleurs, ça fait écho pour moi à une conversation qu'il y a entre Tyrion et les anciens maîtres de Yunkai, d'Astapor à Meereen, où il leur dit « Mais les gars, il n'y a pas besoin d'esclavage pour faire de l'argent. Moi, je viens d'une famille beaucoup plus riche que la vôtre, et plus riche que vous ne le serez jamais, et il n'y a jamais eu d'esclaves. Donc c'est bien que la spéculation et que le fait de gagner de l'argent ne repose pas uniquement sur l'esclavage. Et je pense que la Banque de Fer, ils sont pas stupides, ils le savent très bien, et ils le savaient très bien avant l'arrivée de Daenerys. Mais en tout cas, Cersei joue très bien le côté stabilité des Lannister, stabilité des gens qui payent leurs dettes, qui sont soumis, qui sont fidèles à la Banque de Fer, versus l'instabilité des révolutionnaires, les Dothraki étrangers qui ne répondent à rien, qui ne respectent rien. C'est pas vrai évidemment, mais c'est un récit que Cersei met en avant pour aliéner Daenerys auprès de la Banque de Fer et faire en sorte qu'ils ne veuillent surtout pas investir en Daenerys. Après, la Banque de Fer, dans l'absolu, ils s'en fichent. Ils investiront dans le gagnant, comme d'habitude. Enfin, comme dit Cersei, ils miseront sur le gagnant. Moi, je suis pas du tout d'accord avec le terme qu'elle emploie. La Banque de Fer ne mise pas, parce que miser, c'est parier sur un résultat. Et effectivement, c'est différent d'investir, puisque investir, c'est pas prédire l'issue, c'est prédire le déroulement. Et ça laisse la possibilité de changer au fur et à mesure, de retirer un investissement et de le mettre ailleurs si jamais le vent tourne. La Banque de Fer, effectivement, ils ne misent pas, ils ne parient pas sur un résultat final. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de résultat final et qu'en politique, tout change tout le temps. Et ça, pour le coup, on en parlera parce que ça fait écho à quelque chose qu'il y a dedans sur ce que c'est la politique, sur l'essence de la politique et que je trouve extrêmement intéressant à analyser. Merci d'avoir été là, merci aux tipeurs notamment qui ont permis la réalisation de cette vidéo. Merci à vous d'être là.
N'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir financièrement via Tipeee, à me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens sont en dessous. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sur ce que vous pensez notamment de la banque de fer. Puis je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Dracarys.